Il y a 5 ans, aujourd'hui, 12 personnes sont mortes pour la liberté d'expression. On passe vraiment à un sujet beaucoup plus sérieux. La liberté d'expression, on sait que c'est le fondement de la démocratie, de notre démocratie. Il va de pair, en fait, avec la liberté de la presse, un droit durement acquis. Marc Menon, la liberté de la presse, la liberté de penser. Le droit de penser, tout simplement, le droit de penser. Chez les Grecs, il y avait quand même cette euphorie-là. L'agora, le lieu où on pouvait être dans la provocation, même si parfois ça se terminait mal. N'oublions pas Socrate. Mais laissons les Grecs de côté et venons sur ce qui s'est façonné en Occident. Eh bien, voilà, ça vient d'où la liberté de penser? Ça commence la religion, comme toujours. C'est la religion qui nous met dans un carcan, la religion qui nous enferme, l'interdiction de penser dans tous les domaines, mais même simplement d'imaginer qu'il y ait des lois qui échappent à Dieu. Et donc, la raison n'a pas le droit de s'exprimer. Les libertins... On pourra discuter après. Non, mais un petit mot quand même, Éric Zemmour. Non, monsieur. Mais je ne suis pas d'accord avec ça déjà d'emblée. Oui, je sais bien. D'emblée. J'ai failli vous agresser dès le départ, mais je me suis dit que le propos suffirait à lui-même. Alors, revenons. La logique... Je contesterai tout à l'heure. Voilà. Les libertins sont les premiers à venir essayer de défaire l'étau. Et en particulier, on voit un manuscrit qui va circuler sous le manteau qui s'appelle De Tribus Impostoribus, c'est-à-dire les 3 imposteurs. Les 3 imposteurs, c'est Moïse, c'est Jésus, c'est Mahomet. C'est-à-dire avoir le droit de ne pas croire alors que ces gens-là disent que le divin est venu les auréoler d'être porteurs de la parole. Et ce livre va fasciner tous ceux qui vont piquer la plume dans l'audace. Entre autres, on aura des Vanini, on va avoir tous ces personnages qui osent clamer que Dieu n'existe pas. Spinoza qui va échapper, qui va se retrouver sous la condamnation de sa propre communauté parce qu'il pense que, oui, l'âme meurt avec le corps, que Dieu est un principe philosophique. Tous ces gens-là sont au banc de la société. Voilà ce qui se trame. Louis IX, lui, il impose carrément le blasphème. Et Louis XIV, votre ami, va encore plus loin dans les sanctions pour le blasphème, puisqu'il y aura la peine de mort pour celui qui ose mettre une petite égratignure sur l'existence du Tout-Puissant. Mais pour autant, on a un Louis XIV qui est capable de défendre face au dévot un Molière, et qui lit sous le manteau une revue qui vient des Pays-Bas, mais vous savez qu'à l'époque, la langue, et ça vous fera plaisir, la langue qui rayonne sur l'Europe, c'est bien évidemment le français. Et il y a une revue qui paraît là-bas, qui s'appelle La Quintessence des Nouvelles. On est en quelle année ? Eh ben, sous Louis XIV, on est en 1680. 1650, quelque chose. Il lit ça sous le manteau, tranquillement, ça l'intéresse. La véritable liberté va venir plus tard, bien évidemment. Quelques-uns vont faire le détour par la Bastille, n'oublions pas Voltaire, n'oublions pas Diderot, tous ces martyrs de la pensée et de la liberté. Et 1791, enfin, allez hop, on a le droit d'imprimer. Alors là, ça se multiplie, ça va durer pendant 2 ans. Tous les canards qui vont être imprimés et qui se distribuent dans toutes les grandes villes. Mais en 1793, il y a déjà un premier coup de frein sur cette liberté. Je n'évoquerai pas Napoléon parce que je le vois déjà fulminer notre ami Éric Zemmour. Non, pas du tout. Qui lui met carrément le veto. Et en revanche, eh bien, en 1826 va arriver le premier journal, et là, je vais me mettre en copinage avec Éric Zemmour, c'est le Figaro. Voilà. Parce que le Figaro n'est pas du tout le journal des bourgeois, si je puis dire, tel qu'il apparaît aujourd'hui. C'est le journal iconoclaste, c'est le journal de la satire et qui veut déranger, qui veut tout bousculer. Et bien avant la liberté de la presse en 1880. Ah bah bien évidemment, on est en 1826 et en 1832. Regardez ce que je fais apparaître. Eh bien, le roi Louis-Philippe, dans un journal qui s'appelle La Caricature. Et là, dans La Caricature, voilà, une tête de poire. Comment les ancêtres de Charlie Hebdo s'expriment déjà. Et Napoléon III va essayer d'étouffer l'ensemble de ses audaces et rejaillira en 1881 la liberté de la presse. Et parmi les plus brillants défenseurs, ceux qui font fleurir le verbe pour avoir ce droit
à l'expression, c'est Clémenceau. Il dit il faut que la verve s'exprime, il faut que l'on puisse avoir toute la possibilité de faire que le verbe s'exprime. C'est l'art suprême de la liberté, pas d'étouffoir. Je respire la République depuis que je suis né, eh bien j'admets que l'on puisse l'outrager, qu'on outrage la République, qu'on outrage la religion, soyons libres. Et il y aura le Canard enchaîné qui va naître en 1815, en 1801... 1917. Oui, pardon. En 1801, on a 1900. Pas 1800. 1901, oui. On a l'assiette au beurre. Oui, mais vous avez dit 1800. Ah bon, pardon, excusez-moi. Et le crapouillot, c'est quand? Le crapouillot, c'est après. C'est en même temps que le Canard enchaîné. Pratiquement, en même temps que le Canard enchaîné. Il nous reste peu de temps. Alors j'ai le droit de faire une contre-histoire là, parce que là, je vois il y est allé fort le moment. Oui, Éric Zemmour, là, il est allé très fort. depuis le début. Alors on fait une contre-histoire rapide. Allons-y, Éric Zemmour. Premièrement, il n'y a pas d'un côté la religion qui enferme et de l'autre la liberté qui libère. Ça, c'est un mythe progressiste de gauche et anti-religieux. On peut dire que le catholicisme a justement essayé de concilier la foi et la raison. C'est tout le travail de Saint-Augustin. C'est par rapport aux religions précédentes, c'était un progrès énorme. Par rapport, et le fameux mot de Jésus, laisser à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César, c'est le début de cela. Et il y a une tentative de conciliation entre la foi et la raison. Évidemment que l'Église va essayer de verrouiller ça. Mais en même temps, mon cher, c'est de l'Église que vont partir les travaux les plus scientifiques qui vont dénoncer, par exemple, Galilée, il est protégé par le pape. Il est protégé par le pape. Après, quand vous dites, évidemment, il faut à bien... titre personnel qu'il est protégé. Oui, mais il est quand même protégé. Oui, non, mais d'accord, mais l'institution de l'Église... Mais c'est normal, c'est ce que j'allais vous dire. Dans des époques où c'est la religion qui unifie les pays, il est tout à fait normal que le pouvoir contrôle la religion. Puisque vous vous rendez compte, quand il y a une opposition religieuse comme le protestantisme, eh ben c'est la guerre civile. Mais c'est très important de contrôler. Donc, c'est trop facile de dire d'un côté, il y a la liberté, et de l'autre, il y a la religion. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et Louis XIV, vous l'avez dit vous-même, il est capable de contrôler la religion et de persécuter les protestants, et en même temps, vous l'avez dit vous-même, de pousser Molière à taper sur les dévots et à taper sur Tartuffe. C'est lui qui l'aide à monter Tartuffe. Après, quand vous dites la Révolution... vous avez parlé longtemps. Après, vous avez dit la Révolution. Très bien, la Révolution. Très bien, vous avez raison, il y a la liberté, il y a des tas de papiers et des tas de feuilles. Mais vous n'avez pas dit le détail de ces feuilles. Vous avez Marat qui appelle à tuer des dizaines de types. C'est ça la liberté d'expression à l'époque. Oui, et ça finit par la terreur. C'est ce que défend Clémenceau. Non. Non. C'est la guillotine, c'est la terreur. Et pourquoi Bonaparte supprime la liberté de la presse? Vous avez raison. Il limite à 4 journaux. Pourquoi? Mais parce que justement, ça a donné la terreur. Ça a donné les massacres de septembre. On appelait au meurtre tous les jours avec les listes de noms. Et dernière chose, vous avez oublié l'essentiel, 1830. On renverse Charles X parce qu'il veut censurer la liberté de la presse. Bien sûr. Il a essayé de rétablir, et ça nous ramène à Charlie, il a essayé de rétablir en 1825, je crois, le droit de l'interdiction du blasphème. En vérité, ça ne sera jamais appliqué. Et ensuite, quand vous dites, vous avez tout à fait raison, la République, la loi de la liberté de la presse, 1881, tout à fait. Mais aujourd'hui, elle est largement écornée, la liberté de la presse. Il y a des multiples interdits. Mais bien sûr. Et j'en sais quelque chose. Mais ce sont les pressions dont vous êtes victime. Ce sont les communautés quelles qu'elles soient. Il n'y a plus vraiment de liberté de la presse. On voit bien qu'il n'y a plus vraiment de liberté d'opinion. Et d'ailleurs, on voit bien que Charlie, depuis l'attentat de Charlie, le prophète n'est plus caricaturé dans la presse française. Non, mais... Comme quoi, on a rétabli une interdiction du blasphème. Il n'y a plus de caricature. Mais bien évidemment, mais c'est ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, c'est la pudeur. Aujourd'hui, c'est la victimisation, etc. Et il faut rester dans le cadre de la loi aussi. Qui vient. Mais non, c'est la normalisation. Mais bien sûr. On sera d'accord sur la fin. Juste sans vouloir trancher, parce que c'est super intéressant comme débat, mais
admettez que, je vais prendre un exemple très précis, sans les moines copistes, vous vous souvenez des moines Il copistes? n'y aurait plus de culture. Sans les moines copistes, il n'y aurait pas eu de diffusion du savoir, il n'y aurait pas eu de diffusion du débat. Mais oui, mais bien sûr, les moines copistes, c'est comme des gens qui diffusent le savoir. Et grâce à ce savoir, on a du débat à l'époque. Exactement. Mais non, mais c'est comme ça que l'héritage grec s'est diffusé. Et donc, il y a la raison et la démocratie. Non, la raison, il a fallu se battre. Il a fallu que des gens, Vanini, on lui coupe la langue, il passe sur le bûcher, je peux multiplier les exemples, le chevalier de la barre, comment Voltaire est obligé... Mais mon cher, quand vous avez fait une autre erreur, quand vous dites Voltaire... Oula, ça fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs ce soir. Oula, quand ça vous va dites pas. Voltaire... Balle tragique à Colombey, tout à l'heure aussi. Mais Voltaire, il n'est pas du mot. tout une victime. Voltaire, il est le roi de l'époque. Voltaire, à partir du moment où le roi Louis XV décide l'expulsion des jésuites, je crois que c'est 1764, mais c'est à vérifier. Oui. Enfin, dans ces eaux-là, en tout cas. Oui. À partir de ce moment-là, c'est Voltaire et les philosophes qui dominent. Et vous devriez lire, il y a des historiens très intéressants. Je passe ma vie à lire les libertins, ça me fascine. Non, mais ça c'est au XVIIe siècle. Mais au XVIIIe, ce sont les philosophes, les progressistes, les fameux défenseurs de la liberté et de la tolérance qui imposent leur règne et qui imposent leur régime et qui sont les plus intolérants. Mais non, pas du tout. Bien sûr que si. On conclut, messieurs. Diderot, la religieuse est interdite, etc. Mais oui, mais... Et alors, pour la petite histoire... On conclut. On a déjà dépassé de 5 minutes. Vous avez une image, vous avez réécrit une image progressiste du XVIIIe siècle. Mais elle est fausse. La dernière image, on termine. C'est Harakiri Hebdo. Il y a eu un drame à côté d'Annecy, 150 victimes dans une discothèque dont les portes avaient été verrouillées. 8 jours plus tard, le général de Gaulle meurt et le 19 novembre, ils osent cette une qui évidemment va valoir une censure, balle tragique à Colombey. Ça s'appelle Harakiri l'Hebdo et ça va devenir Charlie Hebdo pour retrouver les voies de la liberté. Merci messieurs. Merci.